Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre avec notre focus. Sa passion de transformer les produits du quotidien en créations inattendues, entre créativité culinaire et engagement personnel, il s'impose peu à peu comme l'un des visages à suivre dans la gastronomie française d'aujourd'hui. Éloi Spindler est notre influenceur du jour. Quant à notre sujet, alors que les sciences cognitives ont démontré que nous n'avons pas tous la même manière d'apprendre, une question s'impose. L'école doit-elle encore avancer au même rythme pour tous? Doit-on persister à enseigner de façon uniforme à des élèves aux profils si différents? Personnalisation, adaptive learning, suivi individualisé, ces mots s'infiltrent progressivement dans le débat éducatif. Mais alors, promesse d'efficacité ou effet de mode, on en parle avec notre invité du jour, Thierry de Vulpilière. Bonjour. Bonjour Lisa. Vous êtes CEO et cofondateur d'Evidence B. On va en parler tout de suite dans la première partie de l'émission, mais d'abord, vous le savez, c'est le focus. Nouvelle star des réseaux sociaux, ce cuisinier altruiste et engagé n'a pas fini de faire parler de lui. À travers une cuisine plus responsable, il partage son expérience de la gastronomie sur sa chaîne YouTube. Éloi Spindler incarne une nouvelle génération de chefs qui nous invite à repenser notre façon de consommer. Il est notre focus du jour, réalisé aujourd'hui par Dylan Coller. Aujourd'hui, on enfile son tablier et on part en cuisine. Focus sur un chef qui bouscule les codes de la gastronomie, Éloi Spindler. À seulement 30 ans, ce cuisinier nouvelle génération, originaire de Chalon-sur-Saône, ne se contente pas de briller derrière les fourneaux. Véritable star des réseaux, il partage sa passion et ses valeurs sur YouTube, où il cartonne avec des recettes accessibles et engagées. Diplômé de l'école Ferrandi, il fait ses armes dans des établissements prestigieux comme la Tour d'Argent ou encore le Plaza Athénée. Passé également par Londres et Melbourne, il ouvre en 2022 son propre restaurant à Paris, Orgueil, avant d'en ouvrir un deuxième, Colère, en septembre dernier. Des établissements à l'identité forte, inspirés des 7 péchés capitaux. Mais Éloi Spindler ne s'arrête pas là. Toujours dans l'idée de transmettre son travail et sa vision d'une cuisine plus responsable, il partage depuis 2 ans maintenant son savoir sur YouTube. Résultat, une chaîne dynamique où il casse les codes de la haute gastronomie. Au menu, recettes anti-gaspillage, conseils pour mieux consommer et invités de marque. Bonjour et bienvenue dans Finis ton assiette, un concept assez simple. On reçoit un invité qu'on admire et on essaye de lui faire manger un aliment qu'il n'aime pas, qu'elle n'aime pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est une fan d'exception qu'on reçoit. Actrice, productrice, réalisatrice, autrice, Madame Julie Gaillet. Oh bah alors. Aujourd'hui, on va vous faire aimer quelque chose. On va essayer de vous faire aimer quelque chose que vous n'aimez pas. Ah, la nette. Je sais pas pourquoi. Vraiment, je n'aime pas. Je l'enlève. Je trouve que ça, dès qu'il y a de la nette, on ne sent plus rien sur un plat. Et même dans le gravlax, ça me donne mal au cœur. Donc j'ai vraiment du mal, quoi. C'est très difficile, la nette. Pourquoi vous avez fait du gravlax? Oui. Il favorise les circuits courts, évitant les pièges du marketing alimentaire. Et tout ça avec un ton décomplexé et accessible. Le jeune chef montre que l'on peut parler de cuisine responsable sans être ennuyeux. Et cette recette a d'ailleurs déjà conquis plus de 200 000 abonnés. Son succès grandissant donne un coup de neuf au monde de la gastronomie qui se veut plus engagé et authentique. Alors, si vous voulez apprendre à cuisiner mieux, malin et sans gaspiller, foncez voir Éloi Spindler. De quoi vous mettre l'eau à la bouche à coup sûr. Merci à tous, bisous, j'espère que la recette vous a plu. Alors que les écarts de niveau se creusent et que le décrochage scolaire reste une réalité pour des milliers d'élèves, une autre voie est-elle possible? Peut-on accompagner chaque élève plus finement et plus efficacement? C'est en tout cas l'ambition d'Evidence B, la plateforme dont nous recevons aujourd'hui le cofondateur dans l'École du Futur, un outil qui s'appuie à la fois sur les sciences cognitives et sur l'intelligence artificielle pour proposer un apprentissage adapté à chacun, à découvrir tout de suite dans la première partie du talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thierry de Vulpilière, CEO et cofondateur d'Evidence B. Alors, je le disais, Evidence B, c'est une plateforme sur laquelle on va pouvoir retrouver plusieurs outils, des outils d'adaptive learning ou apprentissage adaptatif en français. Alors Thierry, peut-être que pour commencer, on peut délimiter un petit peu, expliquer ce qu'est cette pédagogie. Donc, ce que proposait Evidence B, ce sont des exercices donc, adaptatifs et la spécificité de l'adossement aux sciences cognitives, c'est, alors qu'on enseigne depuis des milliers d'années, l'enseignement passe par cette partie de notre corps qui est le cerveau et qui est une boîte noire jusqu'à il y a une trentaine d'années. Donc c'est des recherches très récentes qui permettent de mieux comprendre comment les enfants apprennent et où est-ce qu'ils ont des difficultés. Déjà cet apport des sciences cognitives, il y a
un gros espoir au sens où tous les enfants ont le même cerveau. Il y a quelquefois un neuromythe qui pense qu'on est très différents. La base est la même. Et Daniel Andler, qui a créé le département d'études cognitives à l'École normale supérieure, qui est un des cofondateurs chez Evidence B, explique souvent que le cerveau n'est pas une page blanche, c'est une page qui est déjà préécrite. Et si vous comparez avec les métiers de menuisier, par exemple, si vous voulez faire un beau meuble, de savoir comment le bois est construit, dans quel sens sont les lignes du bois, ça va vous permettre de faire un beau meuble. De savoir comment sont le sens du nombre, le sens des proportions, des prédispositions dans le cerveau des humains et donc des enfants, va vous aider à mieux expliquer, à mieux comprendre pourquoi des enfants ont une difficulté et du coup à mieux remédier. Adaptive Math, c'est du coup l'intégration, si je puis dire, de ces connaissances pour dessiner des types d'exercices et dessiner des parcours qui vont comme ça s'ajuster au mieux du besoin de chaque élève. Mais alors justement, les sciences cognitives, qu'est-ce qu'elles nous disent très concrètement aujourd'hui sur la manière dont on apprend, dont notre cerveau apprend ? Alors, il y a les sciences cognitives, c'est effectivement, et le cerveau, c'est une machine extrêmement riche et complexe. Donc, le premier élément que nous, on transfère dans les produits qu'on développe chez Evidence B, c'est sur la cognition mathématique, c'est-à-dire comment on apprend le nombre, les fractions, l'espace. Donc, c'est des notions, on va dire, précises de la discipline. Et nous, on a 2 disciplines, français et maths, c'est ça les 2 qu'on fait. Ensuite, votre question est plus large, c'est-à-dire la manière dont on apprend, ce qu'on appelle la métacognition, comment on mémorise, comment la curiosité est entretenue. C'est d'autres types de mécanismes qui sont tout aussi importants. Et comment on engage un élève. Une des grosses questions, par exemple, dans l'univers des produits éducatifs, c'est est-ce qu'il faut gamifier ? Les enfants aiment les jeux vidéo, on se dit le numérique les appâte avec tous les débats négatifs, mais en tout cas, ils arrivent à créer de l'addiction. Est-ce qu'il faut ces éléments de motivation ? Et ces éléments de motivation, en fait, sont extérieurs. C'est des systèmes de récompense. On appelle ça la motivation extrinsèque. Vous voulez faire apprendre les maths et vous donnez des récompenses. La recherche montre que ça ne marche pas. Vous allez bien progresser dans le Duolingo ou dans votre jeu, mais vous n'apprenez pas, en fait, la langue ou les maths. La motivation qu'on va rechercher, que ces sciences cognitives nous aident à apprendre, c'est la motivation intrinsèque. C'est le désir qu'a l'humain d'apprendre. Quand un bébé cherche à parler ou à marcher, c'est pas parce qu'on lui donne des chocolats. C'est le désir naturel d'apprendre. Et ce que vont chercher ces logiciels et cette recherche en sciences cognitives, c'est comment on arrive, quel que soit l'âge de l'enfant à l'adolescent, à maintenir sa curiosité d'apprendre. Voilà, c'est ça que l'apport fort de ces sciences cognitives. Et bien évidemment, on va en parler tout au long de cette émission. Mais alors maintenant qu'on a un petit peu la définition en tête, est-ce que vous pouvez nous donner les contours d'Evidence B ? Qu'est-ce que vous faites très concrètement ? Donc, nous, on fait des exercices, encore une fois, dans 2 disciplines, maths et français. En fait, on a 3 produits. Et ces exercices adaptatifs vont s'efforcer à la fois de prendre l'élève au niveau où il en est de la maîtrise de la notion qu'on étudie. Donc, il y a toujours un petit test de profilage en début de chaque module, que ce soit dans Adaptive Math, Adaptive Collège ou MIA Seconde. Et puis ensuite, il a une banque d'exercices. Et la force de cette banque d'exercices et la navigation qu'on va faire dans cette banque d'exercices, c'est qu'elle est, elle, pilotée. La navigation est pilotée par toute une série d'intelligence artificielle, et notamment un algorithme de machine learning qui a été développé avec l'INRIA à Bordeaux, qui s'appelle, donc c'est pas ChatGPT, c'est pas toute l'IA, ne se réduit pas au modèle de langage, ce qu'on appelle de l'apprentissage par renforcement. Et ce que va faire cet algorithme, c'est qu'il va détecter pour chaque élève quel est l'exercice précédent qu'il a le mieux réussi, pour essayer de construire un chemin pour chaque élève qui soit toujours dans une tension de succès. Alors ça s'appelle la zone proximale de développement. On va lui proposer un exercice un peu plus difficile, mais pas trop, pour continuer à l'engager, pas trop simple pour pas l'ennuyer, et c'est cette tension-là qui est la tension qui maintient sa curiosité, parce que la meilleure manière d'être curieux, en fait, c'est de réussir ce qu'on fait. C'est-à-dire que si vous avez des 4 en maths en permanence, vous n'êtes plus curieux pour les mathématiques. Si vous progressez parce que les exercices qui vous sont proposés dans le système, c'est plus de 8000 exercices Adaptive Math, et ben, si ces exercices sont bien ajustés à votre niveau, eh bien, vous avez une chance de à la fois progresser et de ne pas lâcher l'affaire et de continuer à apprendre. Mais alors, quelle est la promesse centrale d'Evidence B ? La promesse centrale, d'une certaine manière, elle est ni liée aux sciences co, ni liée à l'IA, elle est d'essayer de traiter des questions, des défis que rencontrent les systèmes éducatifs. Vous les avez évoqués. Un des défis majeurs pour tous les systèmes éducatifs, et notamment le système français, ce sont les élèves qui décrochent. Les élèves, il y en a à peu près 30% en début de seconde, puisqu'on a ce produit qui s'appelle MIA Seconde dans tous les lycées. Et donc, comment aider, quand un système s'est massifié, ce qui est une bonne chose, ceux qui décrochent. Donc, le sujet qu'on va adresser, c'est celui-là. Il y a plein de manières autres que le numérique. La puissance du numérique, grâce à cette combinaison de 2 recherches, les sciences co commencent à
comprendre dans la tête et l'IA, comment on va ajuster à une trajectoire de succès. Ça permet de traiter cette question de remédiation. On a juste un chiffre, donc Mia Seconde, c'est une ressource qui a été déployée sur tous les lycées, qui a eu une étude d'impact. Il y a 4 millions d'exercices qui ont été faits entre 2024 et 2025. Et si on prend les 15% d'élèves qui, dans le test de début de module, décrochent, enfin ont du mal, ceux qui ont le plus mauvais score et qui doivent normalement statistiquement décrocher sur les disciplines, que ce soit en français ou en mathématiques, eh bien ces 15% d'élèves en difficulté sont ceux qui progressent le plus vite dans Mia Seconde et dans les différents outils. Donc c'est ça la promesse d'Évidence B et comme c'est toujours adossé à de la recherche, on la mesure par ce type d'enquête. Alors sur la forme, c'est à utiliser en classe ou plutôt à la maison ? En fait, ce sont des exercices et on est assez respectueux de la liberté pédagogique des enseignants. Un manuel scolaire, d'ailleurs, sa valeur, alors ça dépend des pays. Dans certains pays, c'est le cours qui est important, mais en France, l'enseignant maîtrise parfaitement son cours et donc c'est des exercices. Et nous, on propose des exercices. Ces exercices, ils peuvent être faits avant le cours pour préparer ce qu'on a maîtrisé, cette notion, et on a révisé ses acquis. Pendant le cours, soit la classe entière, soit un petit groupe, soit d'élèves en avance, soit d'élèves qui sont en retard, ou après la classe pour consolider. Ça peut être aussi en remédiation, donc c'est assez plastique, j'ai envie de dire, comme usage. L'usage dominant, c'est quand même de la remédiation en dehors des heures de cours. Mais quand on a été des solutions qui ont été sélectionnées sur des marchés nationaux, Adaptive Math pour toutes les classes du cycle 2, Mia Seconde pour tous les élèves de seconde, on a eu beaucoup de taux d'usage en classe entière, ce qui est très bien pour nous, mais qui n'est pas l'effet normal de l'adaptive learning. Normalement, c'est des séquences de 30 minutes qu'on fait un petit peu à côté des heures de cours. Bon, alors, ce qui m'amène finalement très rapidement au modèle économique d'Évidence B, c'est un abonnement pour les établissements. Est-ce que les élèves aussi doivent débourser une certaine somme pour y accéder ? Nous, Évidence B, c'est une EdTech, donc on fait de l'éducation et on se concentre sur le scolaire, donc ce qu'on appelle K12 dans le langage des EdTech. Le scolaire, grosso modo, vous avez deux marchés, soit les marchés, on va dire, nationaux, soit le parascolaire, les familles. Nous, on s'adresse au système éducatif et donc, dans la plupart des cas, c'est des marchés qui sont nationaux. Mia Seconde, c'était un marché sur la remédiation pour les secondes, donc pour tous les lycées. Donc ça a été acheté pour tous les lycées, donc c'est gratuit. Mia Seconde, vous demandez à votre prof, c'est dans tous les lycées de France, et s'il ne l'a pas encore installé, il peut l'installer. Voilà, c'est gratuit pour tous les élèves et tous les lycées d'une certaine manière, parce que c'est acheté en centrale. Ensuite, on a des opérations qui sont liées aux collectivités, puisque les collectivités ont une très grosse force dans le système éducatif et dans la plupart des pays, c'est les collectivités qui dominent, en Allemagne, aux États-Unis, dans les différents États américains ou en Espagne par exemple. Et donc, c'est des marchés à l'échelle d'une collectivité. Adaptive physique-chimie qu'on fait pour la région Île-de-France, c'est un marché collectivité. Voilà, donc c'est ça un peu la maille qu'on adresse, État et grandes collectivités. Alors, pour revenir sur le socle d'Évidence B, on a parlé du fait que vous intégrez donc les sciences cognitives dans vos méthodes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'école traditionnelle, elle a un petit peu de mal à prendre en compte ce plan-là ? En fait, il y a toujours une frange des enseignants qui sont curieux d'innovation et d'une certaine manière, vous avez à la fois une politique et des enseignants qui s'intéressent à ces éléments-là. Donc, d'une certaine manière, et donc, dans une vie antérieure, j'ai travaillé chez une grosse entreprise américaine qui était dans une centaine de pays sur le développement du numérique, et c'est un peu pareil partout dans le monde. Quelquefois, on s'imagine qu'on est en retard, que d'autres en avancent. En revanche, les difficultés qu'ont les élèves sont bien réelles. La puissance de ces outils numériques pour y remédier n'est pas du tout à sa pleine puissance. Donc, l'extension de ces outils pourrait être bien supérieure. Et quelquefois, quand il y a des débats un peu caricaturaux et qui sont importants sur les réseaux sociaux, sur les écrans, etc., ça freine ou ça donne des excuses d'une certaine manière pour pas se servir de ces outils qui ont une force sur l'éducation qui est très efficace. Et c'est des débats, moi je compare souvent, si vous comparez un prospectus publicitaire et l'œuvre de Marcel Proust dans la Pléiade, c'est tous les deux du papier, donc on peut comparer deux objets sur des écrans, mais ça n'a juste aucun rapport. Donc c'est bien d'avoir des émissions comme la vôtre où on se concentre sur effectivement qu'est-ce qu'on fait avec ces outils numériques, comment ils aident, plutôt que d'abaisser ou de réduire les discussions à des éléments qui sont, on va dire, polémiques ou caricaturaux, ou des vrais problèmes de société, mais qui n'ont rien à voir avec l'éducation dans ce qu'on fait en maths et en langue. Et justement, quand on parle de polémique, dans votre outil, vous l'avez dit, on a de l'intelligence artificielle qui est au cœur de nombreux débats depuis quelques mois.
Dans votre outil, l'intelligence artificielle, elle sert à quoi précisément? Alors, c'est vrai que depuis 23, l'intelligence artificielle a débarqué dans les systèmes éducatifs et en fait, c'est ChatGPT et donc c'est une forme particulière d'intelligence artificielle qui sont les IA génératives. Donc ça décale un peu le sujet qui est plus large. Il y a beaucoup de formes d'intelligence artificielle. Et deuxième élément, le fait que dans les enquêtes, on montre que plus de 95% des élèves utilisent ce type de modèle pour faire leurs devoirs, etc. Donc, c'est pas simplement une déferlante médiatique, c'est une déferlante pratique. Donc, il y a des sujets qui sont liés à l'intelligence artificielle. Si on s'intéresse à l'intelligence artificielle pour qu'elle corrige à la place du prof, écrive à la place de l'élève, c'est bien de travailler sur la flemme, et c'est très efficace, mais c'est pas le cœur de l'apprentissage. En revanche, les intelligences artificielles que nous, on met dans nos logiciels, donc Mia Second ou Adaptive Math ou Adaptive Collège, c'est celle, comme je l'ai expliqué, qui va décider le parcours de chaque élève. Donc là, il n'y a pas d'IA générative, c'est du machine learning. Par ailleurs, sur les manuels qu'on fait avec la région Île-de-France, par exemple, Adaptive Physique Chimie, quand vous prenez un manuel scolaire, que vous voulez le rendre adaptatif, en fait, par essence, un manuel scolaire n'a pas assez d'exercices pour être adaptatif. Si vous avez une promesse d'avoir un outil adaptatif, ça veut dire que chaque élève doit toujours avoir un exercice, tant qu'il n'a pas maîtrisé une notion, qui est un peu différent, mais pas complètement différent. Et donc, on a besoin de passer de, 100 exercices à 1000 exercices dans un manuel. Et donc là, Evidence B et l'INRIA utilisent de l'IA générative à partir de modèles d'exercices pour les démultiplier. Ensuite, on a des IA génératives as a judge qui évaluent la qualité des premières IA génératives. Et ensuite, on a les chercheurs qui évaluent la sortie. Donc oui, dans certains outils, on utilise de l'IA générative, mais c'est jamais en brut direct sur des élèves. On a fait des études depuis 2022 avec Microsoft, Evidence B, INRIA et OpenAI sur l'utilisation des IA génératives dans l'éducation. Donc, il y a des éléments qui sont extrêmement puissants et d'autres qui sont à surveiller. Et justement, on va continuer à en parler en seconde partie d'émission. Mais d'abord, vous le savez, c'est le moment d'aller faire un tour sur la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet. C'est la sélection de Dylan Kohler. Retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invité, bien évidemment, Thierry de Vulpilière, CEO et cofondateur d'Evidence B. Et on va tout de suite continuer notre discussion, c'est dans la seconde partie du talk.
Alors, juste avant de partir en pause, on était en train d'évoquer les exercices adaptatifs qui sont possibles sur votre plateforme, notamment grâce à votre intelligence artificielle et aux divers algorithmes qui ont été mis en place. La question, c'est, in fine, à quoi ça sert pour un enseignant de proposer des exercices adaptés à chaque élève plutôt que de privilégier un travail commun? Je veux dire, est-ce qu'on ne risque pas quelque part de perdre l'émulation d'une classe quand on travaille tous sur le même exercice? Donc si jamais on fait ce que vous dites, on perd l'émulation d'une classe, et c'est pour ça que c'est pas ça qu'il faut faire. Un enseignant, il a une palette de dispositifs pédagogiques extrêmement large, dont la classe entière, et les exercices adaptatifs, même si Evidence B est très passionné par ce qu'il fait et pense que ce qu'il fait est d'une grande qualité, ça reste modeste. C'est la partie exercice, c'est pas la partie cours, et c'est des exercices où cette forme de récurrence d'exercices qui s'enchaînent permet de mieux comprendre ou d'approfondir certaines notions. Donc ça ne s'applique pas ni à toutes les disciplines, ni à toutes les notions, ni à tous les moments de cours. De façon générale, c'est entre une demi-heure par jour et 1 heure par semaine la façon dont ce type d'outils sont consommés. Voilà, donc ça laisse beaucoup de place pour le reste. Ensuite, c'est vrai que cette forme-là, qui va mettre chacun dans son couloir d'exercice, peut être enrichie, et on a des tests là-dessus, avec différentes forme de pratique de ces exercices. Dans Mia Seconde, on a créé un mode duo, de telle sorte que des élèves puissent travailler en binôme. Alors c'est l'enseignant qui va décider du binôme, et donc il y a un élève en difficulté qui va être aidé par un élève plutôt fort. La difficulté, c'est que quand vous avez de l'intelligence artificielle, par définition, ils ne vont pas avoir le même parcours. Et donc dans le mode duo, en fait, ce qu'on fait, c'est que la séquence de l'élève en difficulté est proposée aussi à l'élève mentor, et il va conseiller son camarade. C'est bien l'élève en difficulté qui va décider à la fin quoi choisir, mais donc voilà, on élargit un petit peu aussi les formes d'utilisation de l'enseignement adaptatif et des exercices adaptatifs. Et justement, pour comprendre comment fonctionnent ces parcours personnalisés, sur quels éléments l'IA va se baser justement pour adapter l'apprentissage? Est-ce qu'elle prend uniquement en compte les erreurs commises, ou est-ce que c'est un petit peu plus compliqué que ça? Alors, il y a une histoire d'une dizaine d'années, on va dire, sur l'enseignement adaptatif, et généralement, c'est adossé à ce qu'on appelle un arbre de la connaissance. Vous faites un arbre des mathématiques, vous dites que je commence par l'addition, puis la soustraction, puis la multiplication. Les élèves vont pas monter les branches à la même vitesse, mais c'est adossé à un arbre. C'est le contraire de ce que fait Evidence B. Ces solutions-là, en fait, se sont montrées moyennement efficaces, et tout simplement parce qu'il n'y a pas d'arbre de la connaissance. Il y a des notions qui interdépendent, mais c'est pas structuré comme un arbre. Donc les informaticiens aimeraient bien qu'il y ait un arbre, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ce que fait le parcours de l'IA de l'INRIA, s'appelle le ZPDES, cet algorithme, c'est qu'il va calculer pour chaque élève le précédent exercice, dans les précédents qu'il a fait, celui sur lequel il a eu le meilleur succès. Et donc il va toujours choisir, il sait rien, l'IA ne sait rien du contenu des exercices, mais elle voit que pour cet élève-là, il progresse mieux avec cet exercice, et de telle sorte qu'on voit dans le tableau de bord, les enseignants peuvent voir, il y a un tableau de bord qui permet aux enseignants de voir les progressions, ils peuvent voir que c'est discontinu. En fait, les élèves ne passent pas par les mêmes chemins parce que leur chemin de succès n'est pas identique. Donc ça, c'est le premier élément d'algorithme. Il y a un deuxième algorithme qui s'appelle du clustering, qu'on a dans Adaptive Math, Mia Seconde, tous nos logiciels, qui a été fait avec la Sorbonne. Et là, alors ça s'appelle de l'apprentissage non supervisé. Dans l'intelligence artificielle, on connaît l'apprentissage supervisé. Vous avez un chat et vous recherchez toutes les images qui ressemblent à des chats et vous dites ça, c'est des chats. Le supervisé, c'est vous avez un certain nombre de data. Vous ne savez pas ce qu'elles sont, et vous essayez de voir si ces datas, elles font des ensembles. Donc on capte une vingtaine de datas sur chaque élève, ça de façon anonyme dans les logiciels de recherche, mais où est-ce qu'il a cliqué, est-ce qu'il a appelé sur une aide, à quelle vitesse il a eu. Et donc de ces 20 datas, l'algorithme de clustering va faire des regroupements, et il indique dans le tableau de bord de l'enseignant qu'il repère, mettons, 4 ou 5 groupes dans chaque classe, à charge pour l'enseignant. C'est une information, c'est un outil d'aide à la décision pour l'enseignant, que l'enseignant dise, ce groupe-là, je vois qu'il a un certain nombre de caractéristiques, donc je vais le faire travailler sur, par exemple, la vitesse, ou par exemple, lire les consignes attentivement, ou avoir recours aux aides, ou prendre un élève de chaque groupe, parce que c'est au contraire quelque chose d'hétérogène qui va être sa pédagogie. Donc voilà, c'est comme ça qu'on aide finalement avec l'intelligence artificielle le travail des enseignants. Et justement, puisqu'on parle de progression, j'aimerais qu'on parle d'une étude que vous avez menée, notamment dans le cadre d'Adaptive Math, votre module donc dédié aux mathématiques, qui révèle une chose très intéressante. Au-delà de la progression globale des élèves grâce à votre outil, il s'avère que les filles avancent jusqu'à 4 fois plus vite dans la progression que les garçons.
Comment ça s'explique ce phénomène? Parce qu'en général, on dit que les filles ont du mal en sciences, et là, on a l'impression que finalement, c'est tout le contraire. Alors, c'est une grosse question. Il y a eu plusieurs études qui sont sorties jusque l'an dernier. Donc, le 11 février, c'était la journée femmes et sciences, femmes et mathématiques. Et donc, c'est une question. La ministre précédente avait fait tout un plan d'action. Enfin, il y a des mesures par rapport à ça. Et on voit que ce décrochage apparaît dès le CP. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est un problème qui commence tôt et du coup qui perdure, puisque la carence dans les filières scientifiques s'en ressent pour les filles. Donc l'étude qu'on a faite avec Adaptive Maths, c'est une étude sur à peu près 500 élèves qui a été présentée, il y a eu 2 contributions à la conférence MCLS, Mathematician Cognition and Learning Conference, à Hong Kong en juin dernier. Donc c'est la plus grande conférence au monde sur la cognition mathématique. Et ce qu'ont déjà montré effectivement cette étude, c'est que Adaptive Maths et Adaptive Fraction dans des écoles font progresser 4 fois plus les filles, donc en cycle 2, que les garçons. Donc là où partout ailleurs on a un résultat inverse, là on a un résultat optimiste. Ensuite, vous me posez la question de pourquoi. Donc l'étude, elle donne le fait, elle donne pas l'explication. Les éléments de l'explication, c'est ce qu'on va chercher à comprendre. Aujourd'hui, la plupart des interventions pensent que ce sont des biais culturels. En fait, on a des représentations sur les femmes et la science, etc. Et donc ces biais culturels, même si la majorité des enseignants sont des enseignantes, les garçons dans la classe, etc. Bon, donc il y a des traitements culturels qui ont été essayés, mais pour le moment qui sont pas efficaces. Une autre piste d'explication, c'est qu'en se référant à votre question précédente, comme l'élève est dans un tunnel d'exercice un peu personnel, sous le regard de personne, il n'y a pas des garçons qui vont vous juger dans la classe, etc., que l'algorithme est en plus un algorithme de confiance. On parle des pertes de confiance quelquefois des filles quand on leur met ces notes inappropriées. Donc on est dans un environnement un peu isolé, de confiance, où rien stigmatise, vous êtes toujours dans une tension de progression. C'est peut-être de ce côté-là qu'on va trouver les explications de ce succès clair. Bon, en tout cas, on espère surtout que ce succès va se poursuivre et que ça ouvrira la voie justement aux jeunes filles pour les études supérieures. J'aimerais qu'on aborde aussi un autre sujet que vous avez commencé à évoquer et qui est important puisque c'est la grande nouveauté de cette rentrée 2025-2026 pour vous, MIA Seconde, qui a été lancée à la rentrée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit en quelques mots ? Alors, après les derniers résultats de PISA, donc ces grandes enquêtes internationales où la France avait à nouveau perdu plus d'une vingtaine de points en mathématiques, donc PISA, c'est des élèves de 3e, et la France fait des tests à l'entrée de seconde, qui sont des tests de positionnement en français et en mathématiques. Donc, il y a eu un marché du ministère de l'Éducation pour inventer une ressource pour aider ces élèves en décrochage en début de seconde, français et mathématiques. Donc cette ressource a été développée, c'est plus de 20 000 exercices, plus de 14 laboratoires de recherche en français et en mathématiques. Et on a eu une période d'expérimentation d'abord sur 8 académies. 96% des élèves étaient actifs dans cette période. L'an dernier, on a eu une étude d'impact sur à peu près 4 millions d'exercices faits par à peu près 200 lycées, et ça a été généralisé depuis septembre. Donc tous les lycées maintenant ont accès à MIA Seconde. Alors il faut aller le chercher. Si vous êtes en seconde ou vous avez des enfants en seconde, il faut le demander à l'enseignant qui doit le demander à son référent numérique. Il y a à peu près 1000 lycées qui l'ont déployé. Il y en a 4000 qui pourraient le faire. Voilà. Donc c'est ça l'étape où on en est. Et avec du coup ce fonctionnement très libre de l'IA où toute la remédiation pour les élèves un peu en difficulté ont à disposition cette ressource depuis septembre dernier. Bon, alors on arrive à la fin de l'émission, mais en un mot, on a envie de vous poser la question parce qu'on est dans l'école du futur et qu'on aime bien se projeter. Vous pensez que c'est ça l'école du futur, une école où la personnalisation sera généralisée ? Oui, moi la conviction c'est que l'intelligence artificielle est une révolution merveilleuse, même s'il peut y avoir toutes sortes de défauts comme toutes sortes d'outils techniques. Le livre peut avoir des mauvais usages, l'écran peut avoir des mauvais usages. L'intelligence artificielle, c'est un propulseur d'accélération sur la personnalisation et il n'y a pas de raison, comme disent les chercheurs en Sciences Po, on ne peut pas avoir 4 en maths en collège, c'est pas normal, tout le monde devrait réussir et ces outils vont aider à y contribuer. Bon, écoutez, on se redonne rendez-vous dans 10 ans pour savoir si vous aviez raison. Mesurons tous les ans. Bon, merci beaucoup Thierry de Vulpilière. Je le rappelle, vous êtes CEO et cofondateur d'Evidence B. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci aussi, comme d'habitude, aux équipes en régie et à Lilian Brémond d'avoir produit cette émission. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve toujours avec beaucoup de plaisir demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.